Bonjour, alors comme vous pouvez le voir ici, 75% des actions sont vraiment surachetées et là on parle du monde. Donc ça c'est vraiment pas bon parce que l'histoire nous suggère que la plupart du temps en fait il y a un retour vers la moyenne quand on est dans ce genre de situation. Ensuite ici je vous ai mis le Nasdaq divisé par la croissance de la N2, la Global Money Supply. Donc ça aussi ça vous montre qu'on est pas mal au même niveau que le top de la bulle de l'an 2000. Alors c'est pour dire que le risque est là, pas forcément que le top exactement est là. Un autre élément que vous voyez, c'est qu'on est à peu près au même niveau aussi en termes de concentration pour les actions, etc., pour le top 10 des actions. Donc ça, c'est vraiment pas bon, évidemment. Ici, je vous ai mis un exemple plus spécifique et concret, l'ETF SOX, donc pour les semi-conducteurs. Et vous voyez que dans les 25 derniers jours, ça a pris 52%. Alors ça, c'est arrivé que 2 fois dans l'histoire. Et la dernière fois que c'est arrivé, c'était en mars 2000, juste une semaine avant justement le début du crash de la bulle de l'an 2000. Alors, c'est vraiment pas bon. Et justement, quelqu'un ici a mis le graphique justement en bleu ici là du même ETF sur ce graphique de la psychologie pour vous montrer que même si c'est pas exactement le sommet, ça pourrait arriver dans des semaines ou dans des mois, peut-être un an ou deux, mais je pense vraiment pas, rendu là, parce que là, on a une accélération de fou. Mais voilà, on est dans la partie quand même où on voit que quand ça monte vertical, on en a eu plusieurs exemples récemment, incluant l'or et l'argent pour ceux qui me suivent sur cette chaîne, dont je vous avais prévenu justement fin janvier et un peu en décembre aussi quand on s'en approchait. Bon voilà, on est un petit peu, je pense, pour beaucoup de choses, mais particulièrement pour la bourse et tout ce qui est technologie et intelligence artificielle et semi-conducteurs, etc., dans cette partie euphorique entre mon alerte de décembre et mon alerte de janvier. Alors, ça pourrait continuer, on ne sait pas, c'est très difficile à prévoir, mais on sent qu'on arrive à ce moment potentiellement où en fait tout s'inverse et on passe de ce moment vertical à vraiment quelque chose qui remet les choses en place, qui se rapproche de la réalité. C'est juste que tant qu'on ne sait pas comment ça va se passer, c'est important d'essayer de garder les choses en place et de ne pas penser tête baissée juste dans une direction. Et donc, je vais vous en parler un petit peu plus. Euh, alors ça, c'était pour la partie justement de la bourse et de tout ça qui décolle. Et donc, si on regardait juste ça, on pourrait penser que l'économie va bien. Bon, je vais pas vous refaire toute l'histoire, mais je voulais quand même vous montrer ces trois graphiques parce que je trouve que ça donne quand même une histoire vraiment différente et ça montre à quel point il y a un problème quelque part et ça se résout toujours de la même manière. Donc ici, vous avez un graphique qui montre les importations et vous voyez normalement les importations qui sont reliées au boom de la construction des centres de données, etc., pour l'intelligence artificielle. C'est assez corrélé aux importations pour le reste. Mais en fait, on regarde qu'ici, il y a eu cette décorrélation totale où les importations ici en pointillé pour ce qui n'est pas relié à l'intelligence artificielle, elles ont complètement plongé à la verticale et ils sont en négatif, alors que c'est complètement le contraire pour tout ce qui est relié à l'intelligence artificielle. Regardez même au niveau historique, hein, ça remonte jusqu'à 1990, on n'a jamais été aussi haut et vertical. Et alors même qu'on sait qu'il y a des contradictions là-dedans parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas assez d'électricité, qu'ils n'ont pas assez d'électriciens, de plombiers, de toutes sortes de choses qui leur manquent pour pouvoir construire ça, qu'il y a plein de centres qui sont vides. Enfin bref, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans, mais ça vous montre à quel point c'est un problème. Et d'ailleurs, c'est un élément aussi qui a été discuté, mais je vous en reparlerai quand on parlera de la Banque centrale. Ensuite, ici, un autre élément qui est intéressant, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Home Depot, c'est une entreprise, c'est une des plus grosses entreprises nord-américaines pour tout ce qui est de la construction pour les gens, enfin pour les projets de réno, pour tout ça, etc. Et donc, quand ils baissent de beaucoup, c'est pas un bon signe. Et en fait, là, on a vraiment quelque chose de spécial, c'est que quand ils baissent de plus de 25% de leur plus haut, alors que le SP500 reste proche de son plus haut, et ben ça, c'est arrivé que 2 fois aussi, et la dernière fois, regardez, en mai 2007, et l'autre fois en septembre 2000. Alors encore une fois, ça a précédé des grosses baisses, hein. Encore une fois, c'est un autre élément pour vous dire, on s'approche probablement d'un sommet, on n'y est pas forcément, on pourrait y être, hein. Mais voilà, c'est quand même quelque chose à garder en tête parce que c'est des signes qui ne trompent pas et que justement cette divergence peut tenir un certain temps, mais il y a un moment donné où elle craque. Ça, c'est un indicateur qui serait un peu plus compliqué à expliquer, mais le point que je voulais principalement vous montrer, c'est qu'on est vraiment au niveau qu'on voyait, mais vraiment dans le creux des récessions, particulièrement euh, du- en plein dans le plus bas de la récession de 2008 et de la crise. Et donc voilà, quand on voit tous ces indicateurs économiques qui nous montrent que ça va mal à ce point-là, on se dit à un moment donné, voilà, la réalité doit quand même rattraper la bourse. Et donc, on verra bien ce qui se passe. Mais globalement, c'est pas bon. Je vous ai donné cette introduction un petit peu pour vous dire que
Si vous vous sentez confus par rapport à ce qui se passe en bourse en ce moment, c'est normal, vous êtes vraiment pas seul. Je pense que je l'ai déjà dit, mais c'est quelque chose que quand on arrive proche des sommets, il y a un peu cette confusion d'indicateurs en fait qui partent dans tous les sens. Et donc, si vous voulez trouver des indicateurs positifs, vous pouvez en trouver. Si vous voulez trouver des indicateurs négatifs, vous pouvez en trouver. Si vous regardez les deux, vous pouvez vous dire lequel je crois. Les deux vont dans des directions opposées. C'est très difficile de voir ça, même pour moi. Il y a des périodes, comme en ce moment, où j'ai probablement besoin de 1, 2, 3 semaines pour y voir plus clair dans la tendance, parce qu'en ce moment, on est... La seule chose que je vois, c'est qu'on est probablement à un moment pivot. Et donc, soit on repart pour un dernier mouvement, donc c'est mon scénario le moins probable des 3 que j'avais présenté il y a quelques mois, où j'avais dit justement on va avoir une petite baisse, à peu près ce qu'on a eu, et après on repart pour un autre mouvement. J'avais dit qu'il y avait que 5% de chance que ça se passe. Donc, très peu de chance, mais ça reste quand même une possibilité. Ce qui m'étonnerait là-dedans, c'est l'histoire qu'à ce moment-là, ce serait probablement le dernier mouvement avant la cassure de la grosse tendance depuis longtemps. Donc ça peut être plus problématique. Et c'est aussi au niveau timing, en tout cas, j'ai l'impression que ce serait difficile d'avoir cette bulle de l'intelligence artificielle qui éclate avant qu'il y ait les IPO des grosses entreprises comme OpenAI, s'ils sont encore en vie, d'Anthropic, de SpaceX slash xAI, etc. Parce que justement, souvent, c'est ce qu'on voit en dernier, avant l'éclatement d'une bulle, les entreprises qui se dépêchent d'aller faire leur IPO pour essayer d'aller chercher un exit liquidity avec tous les investisseurs particuliers et qui se jettent sur des trucs qui valent pas du tout ce que le marché prétend que c'est. Donc, voilà, c'est difficile d'y voir clair en ce moment, mais ne vous inquiétez pas parce que en général, on sort de cette période d'incertitude d'une manière ou d'une autre, et donc il y a des signes clairs qui devraient montrer si, voilà, on repart pour un autre mouvement haussier, même si ça me semble difficile, mais bon, on est dans la partie euphorique, donc tout est possible. Et ou est-ce qu'on revient vers le scénario initial? Et donc là, on a eu un premier mouvement vers le bas, un nouveau plus haut, un petit peu plus haut que la dernière fois. Et est-ce que peut-être on a le plus gros de la chute devant nous pour potentiellement justement laisser de la place à un vrai rebond un peu plus sérieux pour le dernier rebond? En tout cas, on verra bien. Une chose aussi que je voulais vous mentionner, c'était ah oui, que évidemment dans ces scénarios, il y a des gens qui paniquent, qui se demandent un peu quoi faire, et donc le plus important, c'est de garder en tête, hein, ça je vais le répéter souvent, il faut rester investi autant qu'on peut, parce que c'est très difficile de rentrer quand on est sorti, que la plupart des gens qui sortent, en fait, ils attendent quasiment le top, c'est souvent un signe, un indicateur contrarien. D'ailleurs, j'en vois beaucoup aujourd'hui qui étaient pas mal pessimistes depuis longtemps, incluant des gens qui étaient quasiment tout le temps pessimistes et qui sont en train de tourner et d'abandonner. Et donc, quand on voit ces gens-là qui abandonnent, souvent ça arrive proche des sommets aussi. Donc, c'est peut-être un signe à garder en tête. Mais donc, bref, je vais vous faire un petit récapitulatif pour vous aider à ne moins vous faire surprendre peut-être par ce qui va arriver et pourquoi justement il y a tous ces éléments qui montrent que voilà qu'il y a quelque chose qui marche pas et qu'à un moment donné il faut une résolution à ça. Mais bon, pour le timing, hein, vous savez, c'est le plus compliqué. Alors on y va. Donc ici, premièrement, je vous fais un petit récap. Bon, alors la Fed la semaine dernière a été la banque centrale qui était le plus suivie, hein. Il y a eu beaucoup de ils n'étaient pas du tout alignés. C'est la première fois depuis 1992 qu'il y avait autant de personnes qui n'étaient pas d'accord. Il y a Powell qui a confirmé qu'il allait rester. Donc ça aussi, c'est bien que c'était quelque chose de potentiel, ça pourrait poser problème pour le marché qui s'attendait plus à des baisses de taux. Et Powell, clairement, ne veut pas ça. Ensuite, l'inflation est devenue officielle. Donc, ils avaient parlé de potentiellement retour de l'inflation. Là, ils l'ont mis dans leur note. L'inflation est élevée, point final. Et ils ont confirmé aussi que le PIB était quasiment que relié à l'intelligence artificielle. Donc, d'après ce que j'ai trouvé dans mes notes, c'est environ 75% du PIB du premier estimé du premier trimestre, hein, qui est toujours révisé à la baisse, serait juste l'intelligence artificielle. Donc, voilà, si on l'enlève, eh ben, on est proche de zéro, et c'est pas bon, parce qu'avec les révisions, ça pourrait tomber en négatif si on enlevait cet aspect-là. Et une autre chose que je voulais vous mentionner, c'est qu'en fait, quasiment tout le temps, à chaque fois qu'il y a eu un nouveau président de la Fed, vous pouvez voir qu'il y a eu une baisse. Donc ici, vous voyez, à zéro, il y a quasiment personne qui est là. Et bon, il y a différentes durées ici, hein, avec les codes de couleurs. Mais bref, vous voyez que globalement, on parle en moyenne d'une baisse entre 5 et 10-15%. Pour certains, beaucoup plus, hein, moins 20, moins 30, moins 45 même, parce que ça amène beaucoup d'incertitudes. Et on pourrait dire que ce changement
prévu pour potentiellement la prochaine réunion de la Fed arrive quand même à un moment donné où il y a énormément d'incertitudes à toutes sortes de niveaux. Donc, on pourrait être plus dans la partie grosse baisse que petite baisse. Donc voilà, à suivre. Pour la Banque du Japon, alors eux, pareil, ils ont pas coupé ou augmenté les taux d'intérêt, mais encore une fois, c'était pas unanime du tout. Il y avait 3 ou 4 personnes de mémoire qui voulaient monter les taux à 1%, donc à partir de 0,75, donc ce serait quand même relativement gros. Et ils ont parlé vraiment de dire, OK, ben, il y a de la stagflation, contrairement à Powell et à d'autres qui refusent encore de dire qu'elle est là. Donc en gros, ils ont dit moins de croissance pour le PIB et plus d'inflation. Donc voilà, c'est pas bon du tout. Et rapidement pour la Banque du Canada, donc qui n'a pas augmenté non plus, et qui se présente aussi comme potentiellement prête à monter les taux plusieurs fois de suite, hein, donc agressive, c'est laissé quand même une porte de sortie en disant bah, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui nous force à complètement aller dans l'autre sens. Et donc bien qu'ils n'ont pas parlé spécifiquement d'un crack dans la bourse, si on sait lire entre les lignes, c'est pas mal ça qui disait qui pourrait les faire changer d'avis. Et il y a beaucoup de cracks en bourse et dans le marché des obligataires qui pourraient causer beaucoup plus de problèmes, on en reparlera. Un autre élément majeur qui est arrivé cette semaine, c'était les Émirats arabes unis qui ont quitté OPEC. Non officiellement, la plupart des analystes qui ont suivi ça ont compris que c'est parce que les États-Unis les ont obligés en échange de la ligne d'urgence de prêt de dollars US, qu'on appelle swap line en anglais. C'est quelque chose, c'est un peu une arme que les États-Unis ont et qui peuvent utiliser pour négocier des concessions en échange. Il y a beaucoup d'autres pays qui en ont fait la demande, particulièrement dans les pays du Golfe et en Asie, parce qu'ils se retrouvent avec des manques de dollars et donc ça crée toutes sortes de problèmes. Donc ça serait potentiellement aussi un des éléments qui aurait peut-être poussé justement ces problèmes ici dans les obligations de toutes les durées des États-Unis qui ont apparemment été vendues à n'importe quel prix par des énormes entités, potentiellement des pays, potentiellement justement pour envoyer un message aux États-Unis qu'ils étaient vraiment pas contents. Pour l'instant, on le sait pas, c'est vraiment frais, c'est arrivé hier, aujourd'hui. Mais voilà, c'était juste pour dire qu'il y a des choses qui se passent qui font en sorte que ça devient un peu plus compliqué tout ça. Alors, si maintenant on passe aussi aux résultats financiers, c'était aussi une grosse semaine pour les résultats financiers des grosses entreprises en tech et en intelligence artificielle la semaine dernière. Et donc, encore une fois, on a vu que certaines étaient euh, punies et d'autres étaient encouragées pour leurs dépenses et ce qu'ils disaient par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, je pense que celui qui en a le plus profité, c'est Google. Hein, ils ont annoncé qu'ils avaient un backlog. Bon, évidemment, un backlog, ça ne veut pas dire qu'ils sont payés. Hein. S'ils ont des clients comme OpenAI qui sera peut-être plus là d'ici la fin de l'année, évidemment, ou d'autres choses qui se répercutent, etc. Quand un fait faillite, souvent ça crée un effet domino. Donc voilà, on verra bien ce qui se passe, mais j'ai trouvé ça intéressant que il y en ait justement qui aient mentionné qu'ils investissaient plus là-dedans et que finalement, ben, ils se faisaient punir. Je pense par exemple à Tesla, dès que ça a été mentionné pendant la conférence de Musk, ou Meta qui s'est fait punir très fortement le lendemain. Et il y a Nvidia aussi qui va publier ses résultats le 20 mai, donc on verra bien ce que ça va donner. Mais pour l'instant, si on regarde leur graphique, ça ressemble un petit peu à celui de Microsoft, hein, avec un double top espacé. Et donc peut-être que ça va être justement plus vers la fin, surtout que pour ceux qui regardent comme ça, quand même ça de plus près, ben, il semble qu'il y avoir de moins en moins besoin de leur GPU Nvidia parce que c'est de plus en plus vers les CPU maintenant que ça se redirige d'une manière ou d'une autre, même si, bon, évidemment, les semi-conducteurs sont allés, ont mis la charrette en avant des bœufs, évidemment, au niveau du prix et de l'accélération. Et ce que je voulais vous montrer avec ces graphiques ici, c'est que vous voyez que les attentes pour les augmentations des résultats financiers, en fait, ils n'arrêtent pas d'augmenter depuis le début de l'année. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, normalement, qui n'arrête pas. C'est quelque chose qui n'arrive pas. Regardez, sur ces graphiques, voilà, d'habitude, ça, c'est ce qui arrive depuis, ça c'est entre 2011 et 2025. Ici, vous en avez d'autres, mais vous voyez que globalement, la tendance est vers le bas parce qu'au début, les analystes sont trop optimistes et globalement, ils n'arrêtent pas de tout le temps réduire leur target. C'est comme ça que les entreprises n'arrêtent pas de battre tout le temps les estimés, parce que les estimés sont tout le temps revenus à la baisse. Et là, regardez à quel point ça a décollé, mais vertical. Il y a quelque chose qui marche pas. Voilà. Et
Donc ça, c'est la partie optimiste un petit peu, hein, entre guillemets. En bas, vous avez la partie pessimiste où on se pose des questions un petit peu. Donc premièrement, si ça allait aussi bien, comment ça se fait qu'ils sont en train de virer autant de personnes, hein, parce qu'à un moment donné, si on nous dit qu'on a tellement de clients qu'on peut pas les servir, ça marche pas de dire on doit virer autant de personnes. C'est pas le AI qui va faire tous les services pour le AI, là, et à un moment donné, ça marche pas. Ensuite, regardez ce graphique, bon, qui a été un graphique très utilisé dans les 2 dernières semaines, où en fait on voit vraiment ce qu'on appelle le free cash flow, donc l'argent qui est disponible pour investir, pour les récessions, pour toutes sortes de choses, des hyperscalers, là, toutes les entreprises en AI qui construisent ces centres de données, etc. Bon, ben, vous voyez, ça fond comme neige au soleil. Et on est à un point où on est quasiment au niveau négatif. Et donc c'est pour ça qu'ils sont un peu obligés d'emprunter. Et donc quand on n'a même pas pu prouver que ces investissements permettent de réaliser des profits et qu'il y a plus vraiment d'argent pour ça, ça marche pas. Un dernier point aussi, que ça, par contre, je l'ai vu nulle part quasiment, c'est que quand je vois des gens qui justifient cette fois c'est différent parce qu'il y a des vrais revenus et tout, à chaque fois qu'il y a eu des bulles comme ça, il y a eu de la fraude, il y a eu toutes sortes de choses, il y a de la comptabilité créative, il y a eu de l'ingénierie financière qui finit toujours par apparaître à un moment donné. Il y a des signes qui trompent pas, hein. Quand on voit des CFO de grandes entreprises qui sont en train de quitter maintenant, ça rappelle un petit peu Enron aussi, autour de la bulle justement qui éclatait dans les années 2000. Et donc ce graphique, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous montre que, eh ben, il y a une grosse partie dans Other Income, donc les autres revenus de ces hyperscalers là que vous voyez ici, Amazon, Google, Meta, Microsoft et Oracle, qui est basée sur une valorisation qui n'est pas réelle d'entreprises privées. Parce que c'est, vous savez, comme dans le capital investissement, le private equity, etc., ou private credit et tout ça, c'est des entreprises quand il n'y a pas de vraies transactions, de vrais volumes et qui se les vendent entre eux pour garder des prix élevés ou qui font un modèle pour imaginer le prix que ça vaudrait, bah, c'est facile de s'imaginer qu'on se fait des revenus. Regardez, s'ils ont des actions d'OpenAI qui, en théorie, vaut 850 milliards, mais qu'ils arrivent même pas à trouver des gens pour racheter les actions et qu'on voit que, à cause du procès, justement, qui rend les choses plus publiques, ça va vraiment pas. Eh ben, ça pourrait s'effondrer. C'est juste bâti sur du vent, hein. C'est comme s'il y a une personne dans votre rue qui vend sa maison 10 fois le prix de son voisin et que là, du jour au lendemain, la rue vaut 10 fois plus et que tous les voisins pourraient dire ah oui, je suis devenu millionnaire du jour au lendemain. Oui, sauf que s'il trouve personne pour acheter sa maison, 10 fois le prix, ben, la valeur, elle s'effondre comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose à garder en tête. Il peut y avoir des graphiques qui vous montrent ce que vous voulez voir. Donc, si vous recherchez des choses optimistes, vous verrez probablement que des trucs optimistes. Si vous cherchez des trucs négatifs, vous verrez probablement que des trucs négatifs. Il y a un peu des deux, mais il y a un moment donné, il y a des choses pas correctes. Et c'est juste pour dire que, voilà, il y a un moment donné, je sens que la lumière va se faire sur ça et qu'il y aura un effet domino. Et que, voilà, c'est comme la fameuse citation de Warren Buffett, que quand la marée descend, on voit qu'il nageait tout nu. Ben, je pense que on se rapproche de ce moment-là. Euh, un autre élément aussi juste rapide que je voulais vous mentionner, qui nous montre un petit peu qu'il y a ce ralentissement, c'est le prix de la mémoire, les fameuses barrettes de mémoire qui avaient explosé depuis l'année dernière en fait, et qui là depuis quelques mois commencent non seulement à stagner mais à baisser. Alors encore une fois, quand il y a une demande illimitée et une offre limitée, c'est pas quelque chose qu'on voit. Donc voilà, c'est un autre élément de plus qui s'ajoute à tout ça. Ensuite, rapidement, je vous avais parlé aussi du procès, donc OpenAI contre Elon Musk. Et donc, il y a de plus en plus de choses qui sortent où on voit que ça va vraiment pas bien, tant pour OpenAI que pour la bulle de l'intelligence artificielle en général. Donc, pareil, leur chef des finances a dit que, en gros, ils savaient pas comment ils allaient faire pour payer pour leur contrat futur. Et donc, on peut imaginer que Oracle a pas dû aimer que cette information fuite parce que si OpenAI n'a plus d'argent pour les payer, ben c'est l'effet domino dont je vous parlais. Et donc, si Oracle tombe, ben, il y en a d'autres qui tombent, etc. Enfin bref, c'est tout le gros problème. On a vu aussi que Microsoft se distance stratégiquement d'OpenAI, hein. Avant, ils avaient une entente d'exclusivité et là, finalement, ils sont plus intéressés à ça. Et donc voilà, il y a de plus en plus de choses qui mettent à risque cette valuation hypothétique de 850 milliards de dollars pour OpenAI et pour un peu tout le monde dans l'espace parce que de ce secteur, parce que justement, s'il y en a un qui tombe comme ça, les gens vont forcément se poser des questions. Pour la bourse, je voulais commencer avec ce graphique rapidement pour vous montrer que voilà, on est probablement quelque part par là. Voilà, on a les actions ici
qui piquent souvent proche du top. Ensuite, on a les commodities, les matières premières, l'or, l'argent, tout ça, le pétrole, qui ont souvent qui réussissent bien là avant qu'on ait la baisse. Et donc, si on regarde un peu ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, ben, on voit que voilà, on s'approche un petit peu de ce sommet et que c'est pas un hasard si justement les matières premières commencent à s'activer depuis un petit bout là, mais voilà que vous voyez dans cette période-là, c'est le cash qui est le meilleur actif en général. Donc on verra bien. Pour les nombreux indicateurs, il y en a un peu trop malheureusement. Si vous devez juste en choisir un qui a été consistant dans toutes les bulles, c'est la concentration. À partir du moment où le marché, l'économie dépend trop d'un secteur, d'une entreprise ou de 10 entreprises, à chaque fois, ça se résout de la même manière. Donc regardez, hop, ça monte, ça descend violemment, ça monte, ça descend violemment, ça monte violemment, ça descend violemment. Et donc regardez aujourd'hui où on est. C'est historique tant en termes de hauteur que en termes de divergence ici entre le haut et le bas. Voilà, c'est il y a un moment donné. Donc ça a commencé à descendre un petit peu, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et donc voilà, on est vraiment dans un monde où tout dépend des promesses et d'investissements qui hypothétiquement devraient rapporter de l'argent, mais qui jusqu'à maintenant n'ont pas réussi à faire la preuve. Ensuite, relié à la géopolitique en ce moment, c'était juste un graphique pour vous montrer que en 1973, ben, ça n'a pas du tout marché justement. Au début du conflit, bon évidemment le marché, la SP500 a baissé, et ensuite quand il y a eu officiellement la fin de l'embargo, ben, vous voyez que ça n'a pas aidé, ça a même baissé beaucoup plus. Donc même si le marché en ce moment, on le regarderait, on pourrait penser qu'il n'y a jamais eu de conflit en Iran. Voilà, et en plus, c'est même pas terminé. Euh, c'est quelque chose à garder en tête. Ensuite, une chose que je mentionne souvent, c'est que c'est les investisseurs particuliers qui achètent toujours les sommets. Et donc, c'est quelque chose à se méfier un petit peu. Et donc, vous voyez ici sur le TFQQQ, qui est le TF pour le Nasdaq 100, eh ben, vous voyez que quand on a vraiment des spikes à ce niveau-là, en général, c'est vraiment pas bon signe. Et donc là, évidemment, à qui ils le vendent? Ils le vendent au hedge fund. Donc, il y en a un des deux qui aura tort. On verra bien. Mais regardez, globalement, les dernières fois que c'est arrivé, bon, on a eu souvent des baisses quand même assez grandes. Donc là, une longue période de stagnation avant le début de la baisse ici, qui aurait pu continuer et qui pourrait reprendre n'importe quand. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a énormément d'éléments quand même qui vont dans ce sens-là. Bon, ça, j'en ai déjà parlé. Ici, c'était pour vous parler des CTA, les fameux algorithmes qui achètent automatiquement. Je vous en ai parlé comme un des moteurs de la croissance dans les dernières semaines pour le rebond. Et en fait, vous voyez maintenant ici les différentes lignes, c'est les différents scénarios. Et on voit que peu importe les scénarios qui se passent, eh ben, il n'y a pas vraiment d'achat prévu pour justement le futur proche. Et donc, voilà, on se dit que bon, bah, il pourrait vendre énormément si ça tombe, donc ça pourrait être un accélérateur vers le bas. Mais voilà, le soutien artificiel qui est venu des CTA est fini. Ça, je vous ai parlé un petit peu du marché obligataire qui a des gros problèmes. Pas au niveau mondial, si vous regardez la plupart des pays, leur taux n'arrête pas de monter à des records de 20, 30 ans, etc., incluant l'Europe, incluant les États-Unis, etc. Et donc ça, c'était les premiers un peu signes de problèmes dans le marché obligataire, qui est bien plus gros que le marché des actions. Et donc s'il y a des problèmes là-dedans, ça pose beaucoup plus de problèmes. C'est ça qui pourrait déclencher une crise bien plus forte et problématique. Mais là, ce que je voulais vous montrer, c'est ce qui s'est passé les 2 derniers jours, donc hier et aujourd'hui. On a eu ces spikes énormes qui au début semblaient peut-être être un glitch, mais en fait il y en a eu tellement et dans tous les éléments là des durées et avec tellement de volume que ça semble être vraiment des gros acteurs, potentiellement des pays, des banques centrales qui sont en train de vendre tout. Et quand on voit que ça monte autant là, ça veut dire qu'ils les vendent peu importe le prix, ils veulent juste s'en débarrasser. Ça pourrait être pour un besoin, ça pourrait être pour envoyer un message, ça peut être un peu des deux. Quand je dis envoyer un message, bah, évidemment, s'il y a des pays qui sont pas contents avec les États-Unis, que ce soit pour l'Iran, pour autre chose, pour avoir enlevé les Émirats arabes unis d'OPEC, peu importe, ça peut être un moyen de leur envoyer le message qu'ils veulent se débarrasser de ça, parce qu'évidemment, c'est pas bon du tout pour les États-Unis si les taux montent très haut, parce qu'ils sont tellement endettés que s'ils doivent émettre d'autres dettes, ils vont devoir payer encore plus d'intérêts, et ça devient un peu un cercle vicieux qui est déjà là, mais qui s'accélérerait. Donc bref, ça va être quelque chose à suivre, mais c'est pour vous dire qu'il y a vraiment des choses qui se passent en ce moment où, en surface, ça a l'air calme, mais ça bouillonne en bas. Un autre qui est vraiment dans, dans les eaux troubles, c'est le Japon. Alors le Japon, il y a toutes sortes de problèmes, j'en ai parlé plus tôt, mais là, une autre chose que j'ai appris, c'est qu'apparemment, il y a des règles
FMI, le IMF ici, où ils peuvent pas intervenir tant que ça pour défendre le yen. Donc ils ont fait des grosses interventions récemment parce qu'ils revenaient au niveau de 160 yens pour un USD, qui est le niveau qu'ils ont l'air de vouloir défendre très critiquement. Et apparemment, donc ils pourraient juste le défendre 2 autres fois. Sinon, le FMI pourrait dire qu'ils n'ont plus une devise qui flotte librement. Je ne sais pas le terme technique exact, mais bref. Et donc ce serait pas bon du tout pour eux. Donc voilà, on voit que un peu de partout, il y a vraiment des problèmes. Et comme c'est des marchés où tout est interrelié, ça pourrait causer des gros problèmes, des actions d'urgence de gouvernements, de banques centraux, etc. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une idée un peu globale de ce qui se passe, parce que tout est un peu relié en ce moment, hein. Et c'est pour ça aussi que c'est important de trouver des moyens de rester connecté. Alors une dernière chose que je voulais vous parler pour la bourse, et que j'ai suivi justement assez proche aujourd'hui, c'était donc sur le SP500, on a le TF SPY ici. On a eu ici ce qu'on appelle un topping tail en anglais, je ne connais pas le terme en français, mais en gros, c'est une bougie qui souvent indique un renversement de tendance. C'est une bougie, par exemple, que j'avais vue quand j'avais identifié le sommet et le début de sommet en octobre, fin octobre, pour le SP500 et le Nasdaq, parce que c'est un épuisement vraiment. En plus, ça s'est fait avec un gap ici, et pendant la journée, ça a ouvert ici, ça a monté jusqu'en haut, et ça a redescendu quasiment au plus bas. Et donc, quand on voit ce genre de choses, c'est vraiment pas bon. Par contre, ce n'est pas une garantie, c'est une probabilité, et il faut que ce soit confirmé. Et donc pour être confirmé, en fait, eh ben, il faudrait vraiment qu'on ait que le niveau, en fait, ici, il n'y ait pas une autre clôture au-dessus de ce niveau. Et donc, vous voyez, le lendemain, on a eu une bougie qui allait vraiment dans le sens de, OK, c'est un mauvais signal, on a ouvert plus bas en gap, bien qu'on ait remonté pendant la journée, on est redescendu très bas pendant la journée, on a fermé ici, mais globalement, on a fermé plus bas, donc ça, c'était le mauvais signe. Aujourd'hui, vous voyez que ça a rouvert en gap. Ça a tenté, c'est même allé au-dessus pendant quelques secondes avec quelques cents, mais c'est redescendu. Donc techniquement, on est encore en attente. On n'a pas de confirmation dans un sens ou dans l'autre. Euh, Ça pourrait prendre quelques jours, au plus quelques semaines, mais c'est un des signaux importants à surveiller pour le SP500, parce que justement, c'est le genre de signaux qui arrivent en plus de tout le reste, qui montrent que bah, cette dernière montée, hein, désolé, j'aurais aimé vous montrer plus, mais bref, ça s'est fait un petit peu sans conviction. On voit que ça a pas bout de souffle, donc il y a plein d'indicateurs qui nous indiquent que en ce moment, le plus de chance, c'est qu'on ait quand même une baisse, pas forcément énorme, mais une baisse quand même pour souffler au minimum avant la suite. Alors, on verra bien, mais ça se peut que ça reste un petit peu en range en attendant. Il y a énormément de catalyseurs qui pourraient affecter ça, mais voilà, je voulais vous en parler, juste pour vous donner une idée que c'est un petit peu une des raisons pour lesquelles on est dans l'incertitude en ce moment sur où est-ce que le marché s'en va. Ce qui est intéressant par contre, c'est que pour l'ETF qui est equal weight, donc c'est-à-dire les 500 entreprises dans le SP500 ont la même part, contrairement à SPY, lui n'a pas encore fait un plus haut depuis justement fin octobre. Donc quand je vous parlais de si on regarde juste les quelques secteurs qui tirent ça vers le haut versus globalement comment se comporte l'économie et la plupart des grosses entreprises, eh ben on voit aussi cette divergence-là. Donc beaucoup de choses à surveiller pour se faire une idée. Et donc, je voulais terminer en vous parlant un peu du format qui va changer. Donc, comme vous savez, avant, je faisais des briefings mensuels où je zoomais out un petit peu pour vous donner un point de vue avec un peu plus de recul, etc. Et je vous faisais des alertes. Ensuite, je suis passé à des briefings à la semaine, mais mon but, c'était d'aider les gens à y voir un peu plus clair parce que ça changeait tellement d'une semaine à l'autre. Mais en fait, j'ai vu que ça créait plus d'anxiété qu'autre chose et que ça aidait pas forcément. Et donc, je me suis dit que bah, comme je vous donne un peu de l'information et des scénarios un peu plus proactifs, au fond, c'est pas si grave que ça si je vous donne les informations moins fréquemment. Et s'il y a quelque chose vraiment où ça vaut le coup de vous donner, ben, je vous ferai des alertes, je vous ferai une petite vidéo plus précise sur un sujet, un peu comme je l'ai fait justement parfois. J'enverrai des emails aussi. D'ailleurs, si vous voulez des nouvelles plus fréquemment que mes vidéos, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur ma liste d'emails, ce sera en description. Mais voilà, c'est ça l'idée, c'est parce que je pense que ça va plus vous aider si vous regardez ça plus à la semaine qu'à la journée et que vous vous êtes préparé avec des outils de protection, peu importe ce qui se passe. Comme ça, vous pouvez rester investi d'une manière sécuritaire qui correspond à votre profil de risque. Et en même temps, vous n'avez pas cette anxiété de surveiller les marchés trop près et voilà, de pas savoir où regarder, etc. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient un peu dans cette situation de fatigue mentale à essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc, je pense que d'avoir ce recul va aider. Et donc, ce sera mon but de vous donner
moins d'informations, mais de la meilleure information pour prendre des meilleures décisions et de vous donner plus d'exemples de comment on peut faire, concrètement, voilà, pour mieux gérer la situation. Donc, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions, et puis à la prochaine.